Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. Hervé Choseville à l'antenne. Je suis content de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Aujourd'hui, je vais à nouveau parler de ce grand pays qui m'est cher pour y avoir vécu et travaillé plusieurs années, ce qu'on appelle bien improprement la République, ouvrons les guillemets, démocratique, fermons les guillemets, du Congo, que l'on connaissait autrefois sous le nom de Zaïre et il y a encore plus longtemps sous le nom de Congo belge. Ce grand pays, potentiellement très riche, j'ai souvent dit que ce pourrait être le Brésil de l'Afrique, dont le sous-sol contient toutes les ressources minérales possibles et inimaginables dont le monde entier a besoin, dont le sol est très fertile et pourtant où la malnutrition est très répandue, où la population vit d'expédients dans sa grande majorité, où les salaires ne sont pas ou peu payés, les salaires des fonctionnaires et en particulier des enseignants. Ce grand pays, donc, depuis 1996, est détruit, démoli par des guerres incessantes. D'abord, il y a eu les grandes guerres provoquées par les voisins que sont toujours le Rwanda et l'Ouganda, qui ont envahi à deux reprises le pays, renversé le président Mobutu, installé un régime qu'ils croyaient fantoche, qui s'est finalement retourné contre eux. Donc ils ont... Bon, le fantoche en question a été assassiné et on a mis son fils à la place. Pendant toutes ces années, ça a été le pillage effréné de la part des Rwandais et des Ougandais, parfois par Congolais interposés, mais ça a été des années de pillage et de saccage, en particulier de l'Est du Congo. Et on a assisté à un phénomène inquiétant qui est l'apparition de rébellions ou soi-disant rébellions qui se scindent, qui se réunissent, qui produisent de nouveaux groupes armés. Le résultat est qu'une grande partie de la population de l'Est du Congo, depuis 1996, vit dans la terreur, dans la peur, dans l'exode, et qu'ils n'en peuvent plus. Alors, je suis souvent intervenu sur cette antenne pour dénoncer les massacres épouvantables qui ont lieu, en particulier dans la région de Beni-Boutembo, qui se poursuivent jusqu'à aujourd'hui, qui sont l'œuvre d'un groupe fantôme appelé ADF, d'origine ougandaise, paraît-il, mais qui semble bien insaisissable. Le Rwanda, quant à lui, a provoqué ou a suscité la création de différents groupes armés qui se sont succédés les uns les autres et qui continuent à poser des problèmes. Et si aujourd'hui j'ai décidé de parler à nouveau de ce qui se passe dans l'Est du Congo, c'est parce que dans la nuit du 2 au 3 novembre dernier, des hommes armés sont entrés dans Bukavu. Je rappelle que Bukavu est situé juste sur la frontière rwandaise, au bord du lac Kivu, et que, bon, il y a eu des tirs pendant toute la nuit. Finalement, les forces régulières, si je peux les appeler régulières, ont repris le contrôle de la ville, et depuis, on s'interroge sur l'identité réelle de ces gens qui ont tenté de prendre Bukavu, et leur motivation, et surtout qui est derrière. Alors, comme vous le savez, j'ai beaucoup de contacts sur place, et notamment j'ai Rossignol, ce jeune homme que je connais depuis 2005, qui dirige un groupe musical sur place, qui est un auteur, compositeur, interprète, et qui est également enseignant. Je l'ai donc interrogé sur ce qui s'était passé. Alors d'abord, il m'a envoyé des petites vidéos pour me montrer l'entrée de ces hommes armés dans la ville, et il m'a fait écouter ce qu'il a entendu pendant cette nuit effrayante, je dirais, du 2 au 3 novembre, c'est-à-dire des rafales, des mitraillades pendant une grande partie de la nuit.
Voilà, je pense qu'on en a assez entendu, mais imaginez que ça a duré une grande partie de la nuit et que la population, pendant ces moments terribles, a vécu terrée, couchée par terre pour éviter d'être touchée par des balles perdues. Donc, je dis d'abord, bien sûr, bonjour à Rossignol et je le remercie d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Donc, la première question, elle est toute simple. Dans la nuit du 2 au 3 novembre, des hommes armés sont entrés dans la ville de Bukavu. Peux-tu nous raconter cette nuit particulièrement agitée? C'était vers 1h du matin quand nous avions commencé à attendre des coups de feu. Comme cela est souvent le cas la plupart des fois avec des voleurs à main à main, tout le monde savait que ça ne va pas durer. Malheureusement, le mouvement s'était accentué et c'est là que nous avons commencé à comprendre que c'était autre chose qu'une simple histoire de voleurs. Sur les réseaux sociaux, les gens communiquaient et nous avons réalisé que c'était toutes les 3 communes qui étaient agitées par cette situation. Nous avons donc attendu jusqu'au matin pour savoir réellement ce qui s'est passé. Je précise pour nos auditeurs que les 3 communes dont parle Rossignol, ce sont les 3 communes qui constituent Bukavu. La ville de Bukavu est divisée en 3 communes. Dans certaines grandes villes de France, on parlerait d'arrondissement. Là-bas, au Congo, on parle de communes. Alors, ma deuxième question, Rossignol, c'est pour te demander s'il y a eu des victimes. Oui, il y a eu des victimes. Selon les sources officielles, 6 assaillants sont morts, un militaire de FARDC et un policier. La population qui a vécu cette scène conteste la position officielle et donne un autre bilan. En effet, les victimes ont été beaucoup plus enregistrées dans la population civile. De mes propres yeux, je vis le corps d'un jeune garçon tué à son lieu de travail. Je vis les bras d'un enfant touché et amené à l'hôpital. L'hôpital général, celui de Panzi où soigne le docteur Denis Mukwege et d'autres, ont tous accueilli des civils blessés, mais qui n'ont pas été pris en compte par le rapport des autorités provinciales. Nouvelle précision pour nos auditeurs, Rossignol parle des FARDC. Les FARDC, ça signifie Forces armées de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire l'armée régulière de ce pays. Alors, ma troisième question, Rossignol, la question qui me vient bien sûr tout de suite à l'esprit, c'est sait-on qui étaient ces hommes? Toute la matinée du mercredi 3 novembre, c'était un groupe volontaire de jeunes venus libérer le pays. Mais c'est après qu'un document a commencé à circuler et dans lequel on apprend grand-chose sur leur mouvement. Il se nomme le CPCA A64, ou la Coalition des patriotes congolais pour l'application de l'article 64. Bien qu'il n'y ait pas directement revendiqué cette attaque sur la ville de Bukavu, nous lisons dans ce document qu'il prévoyait de lancer une série d'attaques sur certaines villes du pays. C'est pourquoi tout laisse croire que cette attaque est l'une de ces actions. En effet, l'article 64 dont il revendique l'application est celle de la Constitution. Selon cet article, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État, et le punit conformément à la loi, dit cet article. Ils utilisent donc l'alinéa premier de cet article et veulent faire échec à l'individu ou le groupe d'individus qui ont pris le pouvoir par la force ou l'exercent en violation des dispositions constitutionnelles. Telle est donc leur motivation.
Alors, je rappelle pour nos auditeurs que le régime en place en République démocratique du Congo est un régime élu. L'actuel président de la République a bel et bien été élu et n'a pas pris le pouvoir par la force, même si à l'époque des élections, la transparence du processus et surtout la transparence des résultats avait été mise en cause par beaucoup d'observateurs, tant congolais qu'internationaux. Alors, ma quatrième question, la voici. La République démocratique du Congo, particulièrement dans sa partie orientale, est régulièrement agitée, on l'a vu, par différents groupes armés rebelles ou pseudo-rebelles, depuis la chute du maréchal Mobutu en 96-97. On espérait une nouvelle ère de paix après l'élection de l'actuel président. Or, en tout cas dans la partie Est, ce n'est malheureusement pas le cas. Comment peut-on expliquer cela? L'absence d'une ère de paix, malgré la passation pacifique des pouvoirs connue par notre pays en 2018, est précisément due à la mauvaise gouvernance des autorités anciennes et actuelles. S'il faut parler de celles qui sont au pouvoir actuellement, je dirais que leur façon d'agir pousse beaucoup de groupes armés à renforcer l'idée selon laquelle ils doivent continuer leur lutte. Vu que les autorités ne veulent pas se soucier de la pauvreté et de la mesure de la population, ces gens pensent qu'ils peuvent devenir des libérateurs pour ce peuple meurtri. Il faut voir comment ce petit groupe a été accueilli par le jeune à Bukavu. Déjà, comme il ne venait pas pour piller ou tuer, le jeune, déçu par les autorités, les ont encouragés, croyant que leur action peut réveiller un peu les dirigeants et les pousser à agir en faveur du peuple. Doit-on craindre, Rossignol, une aggravation de la situation et une nouvelle guerre dans laquelle les pays voisins, en particulier le Rwanda et l'Ouganda, seraient impliqués? J'ajoute que juste avant d'enregistrer cette émission, nous avons appris qu'un autre, ou le même, je ne sais pas, groupe armé, avait attaqué une région, un poste frontière proche de la frontière de l'Ouganda, proche de la localité de Bunagana. Donc, doit-on craindre une aggravation de la situation? L'aggravation de la situation est à craindre, selon la déclaration de ce groupe. Ils disent clairement dans le document qu'ils ont envoyé qu'à force de ne pas être pris au sérieux par les autorités, ils vont lancer des actions permettant au gouvernement d'avoir une autre idée sur leur mouvement. La situation du 2 au 3 novembre dernier est donc, selon eux, le commencement de ces actions. Quant à la question de l'implication des forces étrangères, rwandaises ou ougandaises, il est difficile de le savoir à l'heure actuelle, car nous ne savons pas vraiment qui sont les vrais animateurs de ce mouvement. Les autorités ont donc le devoir de rester vigilants pour veiller à ce que le pire ne puisse pas nous arriver. Pour terminer, je voudrais évoquer le docteur Denis Mukwege, que j'ai souvent eu l'occasion d'évoquer sur ces ondes. Je rappelle que c'est le prix Nobel de la paix d'il y a 2 ans et qu'il est lui aussi de Bukavu et qu'il vit et travaille là-bas. Il est à l'hôpital de Panzi, qui est un hôpital qu'il a créé dans la banlieue sud, je dirais, de Bukavu. Donc le docteur Denis Mukwege, grande voix congolaise s'il en est, ne cesse de réclamer la création d'un tribunal pénal international afin de juger les auteurs de crimes contre l'humanité commis au Congo. Alors ma question est toute simple. Cette demande est-elle soutenue par la population congolaise?
L'idée que défend le docteur Denis Mukwege est soutenue par la majeure partie de la population. Il est clair qu'il faudra qu'un jour les responsabilités soient établies et que les auteurs des crimes contre l'humanité commis dans notre pays soient jugés et condamnés. Le peuple congolais attend ce grand jour avec impatience. Pour cela, il est derrière ce digne fils du pays qui est le docteur Denis Mukwege. Merci beaucoup, Rossignol, d'avoir répondu à ces questions. J'espère que nos auditeurs auront une meilleure idée de ce qui se passe réellement dans cette partie de ce grand pays, la République démocratique du Congo. Nous allons suivre la situation avec attention et nous ne manquerons pas dans les semaines, dans les mois qui viennent, de continuer à tenir nos auditeurs au courant. Bon courage, Rossignol, et bon courage à toute la population de Bukavu en cette période pleine d'incertitude et d'inquiétude. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre attention et votre intérêt pour ce sujet, et je vous dis à la semaine prochaine.